Bonjour et bienvenue à toi. Ici Dedans je danse, le podcast qui réveille la vie en toi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'image qu'on donne, celle qui est plus ou moins différente de qui l'on est vraiment. On sait bien que dans nos vies, professionnelles surtout, mais dans la vie privée aussi, l'image que les autres ont de nous est importante et que forcément, on porte des masques plus ou moins opaques, mais adaptés à chaque contexte. Tu n'es pas exactement la même personne lorsque tu es avec ta famille, tes enfants, ton mari, tes amis, que la personne que tu es au travail, avec tes collègues, tes partenaires, tes clients, etc. Et il se trouve que par moments, tu peux te retrouver comme coincé dans ta propre image, prisonnier ou prisonnière de ton image, alors que celle-ci est de plus en plus éloignée de ce que tu penses dégager. Il se peut aussi que tu tentes de te conformer à ce que les autres te renvoient en pensant qu'ils ont mieux compris qui tu es véritablement ou ce que tu vaux ou ce que tu ne vaux pas. En tout cas, je peux te partager une chose que j'ai constatée autant pour moi-même qu'en analysant les personnes que j'accompagne. Mais d'abord, une petite explication. Il faut voir l'identité d'une personne comme une planète ayant le noyau. Le noyau, c'est le soi profond, qu'on appelle aussi le soi intérieur ou l'âme profonde. C'est là que se trouve ton intuition, tes désirs sincères, qui tu es véritablement, en dehors de toute injonction, en dehors des biais sociétaux, familiaux, culturels, etc. Ensuite vient la couche du soi négatif, ou tout ce qui t'empêche de vivre de manière authentique et épanouie. Tes côtés ombres. C'est ce que tu n'aimes pas chez toi, ou le plus souvent que tu refoules, tes croyances limitantes, tes barrières psychologiques. Et enfin, la couche de l'image sociale. Ce que tu donnes comme image à l'extérieur, c'est la couche la plus visible au premier abord. Eh bien, tout cela fait beaucoup d'épaisseur qui protège, mais aussi limite ton soi profond, ton noyau. De l'extérieur, on va voir la couche du soi social, donc ton image, et celle-ci peut être plus ou moins épaisse, c'est-à-dire prendre une place plus ou moins importante dans ton identité. Eh bien, j'ai constaté que plus l'écart est grand entre le noyau et l'image sociale, plus la personne souffre. Pourquoi ? Parce que c'est épuisant de porter un masque lourd, tout simplement. Quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre sans arrêt, quand on tente de rentrer dans des cases qui ne sont pas les nôtres, on fortifie cette couche, on l'épaissit, certes, en pensant qu'elle nous protège. Mais en réalité, on en souffre, puisque le soi profond devient de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant, alors on se coupe de nous-mêmes et de qui l'on est véritablement, de nos rêves d'enfant, de la partie âme de notre identité. Et tôt ou tard, si on ne veut pas le voir, des maladies arrivent, psychiques ou physiques. C'est une manière de ce soi profond de s'exprimer et de dire « stop, j'existe ». Donc l'idée ici, c'est de travailler à limiter cet écart de sorte que le soi profond épaississe, prenne de la place et englobe totalement ou presque le soi négatif et l'image. Ces deux couches peuvent devenir toutes fines, pour au final retrouver une congruence et une harmonisation avec soi-même. Donc parlons déjà de l'image. Et tu te poses peut-être la question, est-ce que l'idée, à ce stade, ce serait de se détacher du regard extérieur ? Eh bien oui, il y a un peu de ça aussi. Dis-toi déjà que ce regard, qui te laisse pas indifférent, il est entre toi et toi. Plus précisément, entre tes différentes couches dont on vient de parler. L'autre jour, en étant dans la salle de sport, où il y avait beaucoup de monde, j'ai réalisé que quelque chose de différent était en moi. Avant, j'étais parmi ceux qui, en entrant dans une salle, balayaient des yeux tout le monde, presque chaque personne. S'il y avait des personnes que je n'ai pas vues regarder dans les yeux, je le vivais comme une menace potentielle. C'est aussi pourquoi je n'arrivais pas à parler en public avec aisance, parce que il est évident que je ne pouvais pas capter tous les regards en même temps. Et je réalise que ce n'était pas pour les voir eux, mais pour être sûr de maîtriser chaque regard, ou bien de m'assurer que personne ne me regardait vraiment,
ou que ceux qui me regardaient m'aimaient et m'acceptaient. Et si on y réfléchit bien, n'est-ce pas un peu égocentrique? N'est-ce pas un peu de l'abus de pouvoir, en quelque sorte, de se dire que les autres n'ont pas le droit de ne pas m'accepter ou de ne pas m'aimer? Je te rassure, le besoin d'être aimé est un besoin primaire que tout le monde a. Et il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit juste de te rassurer que lorsque tu vas englober toutes tes couches de ton identité ensemble, quand le soi profond va prendre sa juste place, tu n'auras plus besoin de l'approbation de l'extérieur. Aujourd'hui, pourquoi j'ai vu cette différence? C'est parce que j'ai réalisé que je regarde les gens pour m'intéresser à eux et non pour confirmer mon image dans leurs yeux. Et du coup, cela change tout. Cela dégage plus d'authenticité. Ça permet de m'ouvrir aux autres et d'arrêter de focaliser sur ma personne, mon ego. Chaque personne est une planète à part et c'est passionnant d'aller un peu plus à sa rencontre en s'oubliant un instant. Alors tu te demandes peut-être aussi comment gérer le jugement des autres. Et je te réponds en travaillant sur ta peur du jugement. Parce qu'il est plus simple de faire ça que de demander au monde autour de toi d'arrêter de te juger. Et juger, c'est humain. Et c'est un plaisir, avoue-le. Quand tu croises une ex-collègue, ne vas-tu pas parler avec elle des autres collègues qu'on avait, de ceux qu'on a vécu, de ceux qu'ils sont devenus, ceux qui ont plus ou moins réussi? C'est croustillant, cela nous fait appartenir, cela fait du lien. Il est plus facile de faire du lien avec quelqu'un en se plaignant et en critiquant les autres que lorsque tout va bien. Et même si on se dit bienveillant, c'est comme passer au régime ou se priver d'alcool dans une soirée à cocktail délicieux où tout le monde s'amuse. Le tout est de ne pas le prendre trop personnellement et de se dire qu'il y a encore un tas de personnes qui n'ont pas atteint assez de paix intérieure, assez d'équilibre pour ne plus avoir besoin de juger gratuitement, pas très gentiment, car effectivement, quand tu trouves plus de plaisir à parler de quelqu'un en bien qu'en mal, eh bien, c'est que tu vas mieux. Et puis, dis-toi les choses suivantes. Si on parle de toi, c'est déjà que tu es assez intéressant. Parce que clairement, on ne perd pas son temps à parler des gens qui n'ont aucun impact. Et puis celui qui parle exprime ses propres frustrations, ses manques, ses désirs cachés, etc. C'est la base de la PNL. On voit le monde à travers nos propres biais. Un inconnu dans la rue, s'il se met à m'insulter, je vais dire qu'il a un problème lui. Eh bien, c'est pareil avec les gens qui parlent de moi. Je n'y accorde pas beaucoup d'importance, à moins que leur fonctionnement m'intéresse vraiment. Personnellement, on m'a souvent renvoyé l'image de quelqu'un de gentil. Et cela m'a longtemps dérangée, pour être honnête. Pourquoi? Parce que je n'étais pas tout à fait en paix avec cette partie de moi. Je ne l'assumais pas. Mais aussi parce que je craignais qu'on ne voie que cela. Et en même temps, les autres facettes de ma personne, je ne les dévoilais pas. Ou seulement aux personnes très proches. Alors c'est comme si je m'attendais à ce qu'on voie quelque chose que je ne montrais pas, que je cachais même. Le jour où j'ai commencé à prendre des risques avec des personnes moins proches aussi, où j'ai commencé à m'estimer aussi pour ma gentillesse, car j'ai compris que c'est un mot qui englobe tellement de choses, eh bien l'image que je renvoyais a commencé à être différente. On ne me disait plus que gentil, mais on me disait aussi plein d'autres choses, authentique, courageuse, agile, ne lâchant rien, dynamique, etc. Et aujourd'hui, même quand j'entends ce mot, je l'apprécie sincèrement, vraiment, parce que déjà cela ne sonne plus pareil. Quand l'intérieur est aligné, l'extérieur sonne autrement. Et ce que les autres nous disent ne nous dérange plus. Mais il faut dire aussi que à ce moment-là, l'environnement professionnel dans lequel je me trouvais n'était pas tout à fait propice à ma personnalité. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le problème était aussi là-dedans et que l'environnement ne matchait tout simplement pas avec moi. Donc j'étais en désalignement et effectivement, comme dans cet environnement, être gentil n'était pas la première des qualités requises, j'ai essayé de m'y adapter, coûte que coûte, me changer moi au lieu de fuir tout simplement, mais même fuir, à ce stade, je ne pouvais pas parce que je ne m'assumais pas, je ne me connaissais pas. Alors, comment faire pour rapprocher
ton image de ta nature profonde, voire englober le tout. Déjà, je tiens à dire que ceci n'est que mon avis, et ce n'est pas la science infuse, mais ce sont des conclusions que j'ai tirées de mes formations et d'autres apprentissages, et surtout de mes accompagnements en coaching qui m'apprennent en permanence. Donc dans l'ordre, je dirais d'abord en assumant toutes tes facettes et en mettant en lumière ce qui t'est propre. C'est un travail de réconciliation avec toi-même. Nous avons tous des parts d'ombre et de lumière, nous avons tous des forces et des vulnérabilités. Donc plutôt que de chercher à cacher certaines parties, certaines facettes de ta personnalité, il s'agit de les accepter et de les intégrer dans ton image. Cela passe par un travail intérieur de compréhension, d'acceptation, de pleine conscience, d'autocompassion, de gratitude, etc. En tout cas, plus tu vas accepter toutes les parties de toi, plus ton image deviendra authentique et moins elle dépendra des attentes extérieures. Cela te permettra de t'affirmer pleinement sans crainte du jugement et de pouvoir amplifier ce qui fait ton excellence, parce que souvent les gens qui sont très sensibles à leur image, ce sont aussi des gens qui ne valorisent pas assez leur force, leur lumière, leur excellence, voire ne la connaissent pas. Ensuite, dans l'ordre, je dirais te servir quand même des feedbacks des autres pour t'ajuster. Les retours des autres sont des véritables sources d'apprentissage, à condition de savoir les utiliser de manière constructive. Donc plutôt que de les voir comme des critiques ou des validations, les feedbacks doivent être un miroir qui nous aide à comprendre comment notre image est perçue. Cela nous offre du coup la possibilité de réajuster certaines choses en nous, sans perdre pour autant notre nature profonde. Donc du coup, de pouvoir faire la part des choses et pouvoir rectifier que cette dernière couche, et encore, si on le souhaite. Le but est donc de rester quand même fidèle à soi-même tout en étant ouvert à l'évolution. Et enfin, il s'agit de mettre l'énergie dans comment je veux que l'on me voit, plutôt que « tiens, c'est mon étiquette, je dois maintenant m'y accoler parce que les autres ont dû mieux comprendre ». Donc, te focaliser sur ce que tu veux transmettre et nourrir davantage cette partie de toi, cela revient à prendre les rênes de ton image au lieu de te laisser porter par ce que les autres attendent ou projettent sur toi. Par exemple, si tu veux que l'on te voie comme quelqu'un ayant de l'assurance, c'est juste un exemple, ou étant confiant, confiante dans un certain domaine, disons dans le domaine professionnel, eh bien c'est que tu as déjà ce trait de caractère en toi, sinon tu ne le verrais même pas. Sûrement tu l'as dans d'autres domaines, sûrement il dort en toi, ou peut-être que tu l'as été par le passé davantage et que maintenant tu l'aimes moins, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui dort et qui cherche à se réveiller, qui cherche à s'exprimer. Donc ne te freine pas avec des idées comme « oui, mais ce n'est pas vraiment moi ». Si cela te donne envie, si c'est un besoin que tu ressens, c'est que c'est en toi. Cela t'appartient. Et donc dis-toi que ce que les gens savent de toi, ce que les gens te renvoient comme image, c'est valable jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette seconde même. C'est du passé. Mais à partir de cette seconde, tu es au carrefour du passé et du futur parce que tes envies, tes rêves sont en train de construire ton futur à venir. Et c'est comme ça en permanence. Donc, chaque seconde est une opportunité pour te réajuster, pour devenir davantage un peu mieux à l'image que tu le souhaites. Et puis, tu n'es pas une personnalité figée. Nous sommes des personnalités en mouvement. La vie, c'est du mouvement. Donc, on se précise au fur et à mesure du temps. Je préfère cette expression à l'expression « on change » puisque je pense que la nature profonde n'a pas besoin d'être changée. Elle a besoin d'être acceptée, aimée, être valorisée, être mise en lumière, être renforcée du côté de son excellence. Après, il y a des petites choses qu'on peut changer autour, ou qu'on peut préciser plutôt, comme je préfère dire, plutôt que de devenir quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de raison. Donc, si tu veux qu'on te voie comme étant quelqu'un, disons, calme et réfléchi pour changer, comment peux-tu traduire cela davantage dans ton quotidien, davantage dans tes comportements, dans tes attitudes. Et souvent, il s'agit juste de valoriser cette partie qui existe déjà en toi et qui dort quelque part et de la reconnaître, car il n'y a rien à jeter, il y a juste à rééquilibrer de temps en temps en fonction des envies, en fonction des frustrations, en fonction de l'environnement, etc.
Et donc pour la suite, je vais te proposer un exercice très simple, corporel, mais aussi d'introspection et de visualisation, qui va te permettre de montrer à ton cerveau que oui, le changement est possible, que oui, tu peux l'incarner dans ton corps, ce nouveau trait de caractère ou cette nouvelle nuance que tu as envie de faire apparaître dans ton image, et que oui, c'est toi qui as la main là-dessus, c'est toi qui as la main sur ton image sociale et ce comment les autres peuvent te percevoir. En fait, si on réfléchit bien, on vit en permanence dans deux mondes. Le monde intérieur, ce qu'on ressent, ce qu'on pense qui n'est pas visible, et le monde extérieur, donc nos comportements visibles de l'extérieur. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le corps se trouve à la frontière entre les deux. C'est à la fois notre monde intérieur et notre monde extérieur. Donc, le corps est un peu le garant de la cohérence entre les deux. On va pouvoir se servir de notre corps pour autant externaliser ce qu'on a à l'intérieur de nous de la manière la plus juste et authentique, celle qui nous ressemble le plus, celle qui est OK pour nous, mais aussi de se servir de ce que les autres nous renvoient pour venir réajuster éventuellement à l'intérieur de nous. Parce que incarner dans son corps, sa posture, qui l'on veut paraître, nous fait aussi changer nos idées, nos pensées, nos ressentis, et au fur et à mesure des essais, eh bien on peut affiner, réajuster la façon, la manière dont cela nous convient. As-tu déjà remarqué que parfois, naturellement, on pique des gestes ou des timbres de voix ou des expressions à des personnes qui nous ont marqués de manière consciente ou inconsciente? Je ne sais pas toi, mais moi cela m'arrive assez souvent. Si je passe un bon moment avec quelqu'un qui m'inspire ou en tout cas qui a un certain impact sur moi, à la fin de la journée, je vais rester avec une expression de cette personne ou un geste qu'elle a sorti. Alors pas toujours et pas automatiquement, mais si j'ai bien aimé quelque chose, je vais même inconsciemment le répéter dans mon corps pour voir si cela me convient, pour voir si c'est aussi moi. Et le plus souvent, ça l'est. Si ça va jusqu'à refaire le geste, c'est que c'est quelque chose qui convient, sinon on ne le ferait pas. Eh bien, je pense que cela nous relie à nos différentes facettes de nous-mêmes, parce que sinon ça ne ferait pas écho, il n'y aurait pas ce côté miroir, on ne le verrait pas, ou bien on le verrait, mais on ne l'aimerait pas. Alors souvent aussi, c'est une preuve que c'est quelque chose en nous qui nous dérange, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais là, on va parler de ce qui nous plaît, de nos modèles, des personnes qu'on connaît et en les voyant parler, se comporter, cela nous inspire, on aimerait bien être davantage comme ça. Alors, je vais t'inviter à te mettre debout, les pieds à la largeur des hanches, et puis à faire quelques inspirations et expirations conscientes, les yeux fermés peut-être, pour te mettre dans un état de détente et de concentration. Imagine maintenant que tu as la personne que tu admires en face de toi. Cela peut être un ami, un collègue, quelqu'un de ta famille, peu importe. Une personne dont tu aimerais piquer un geste ou quelque chose, un comportement qu'elle sait faire, mais pas toi, ou en tout cas pas aussi bien, et que tu aimerais pouvoir modéliser. Donc là, on va faire un petit temps de visualisation. Les yeux fermés, c'est le plus souvent le plus simple. Et donc, tu vas simplement faire défiler dans ta tête le film de cette personne en train d'agir, de se comporter, de marcher, de parler, en fonction de ce que tu as comme contexte en tête, pour bien l'observer dans les moindres détails, comme si tu pouvais ralentir ce film, comme si tu avais une télécommande où tu peux faire marche arrière, marche avant. Et en même temps, remarque bien comment tu te sens de l'intérieur quand tu vois cela. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Si c'est une sensation agréable, remarque où elle se trouve dans ton corps. Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude quand tu vois cette personne, quand tu l'observes dans les moindres détails?
Dans cette deuxième étape, je vais t'inviter à faire un pas en avant, devant toi, et faire comme si tu étais cette personne, comme si tu enfilais ses bottes, ses vêtements, sa peau, tout, comme si tu devais jouer son rôle, t'oublier toi quelques instants. Alors vas-y, tu peux donc te tenir comme elle, parler si elle parle à ce moment-là, marcher comme cette personne-là et vraiment devenir cette personne plutôt que toi-même. Essaie de voir ce qu'elle pourrait ressentir en étant comme ça. Ou qu'est-ce qu'elle pourrait penser, quelles seraient peut-être ses valeurs, au nom de quoi elle agit ainsi. Et puis une fois que tu as bien profité de sa personnalité, tu peux revenir en arrière en faisant toujours un pas en arrière et redevenir toi-même. Et là, observer à distance qu'est-ce que tu viens de vivre. Comment c'était? Est-ce quelque chose que tu souhaites sincèrement et en dehors de toute injonction? Quel serait l'inconvénient d'être comme ça? Et si tu devais faire un tri, qu'est-ce qu'il y aurait à prendre de cette personne et qu'est-ce qu'il y aurait à lui laisser? Car peut-être que tu apprécies seulement un moment, un instant en particulier, dans son comportement, un détail seulement que tu trouves excellent. Peut-être que tu veux pas devenir tout comme elle. Une fois que tu as fait ce bilan dans ta tête, reviens un pas en avant, mais cette fois, c'est toi, dans ta version améliorée, qui contient donc ce nouveau geste ou cette façon de faire qui change. Reste bien là-dedans et approprie-le toi, comme tout à l'heure, avec des gestes, avec la posture, avec la voix, comme si c'était un apprentissage que tu fais sur toi-même. Ressens bien en même temps les effets de ce petit changement sur toi, sur tes pensées, sur tes sensations.